Le 2 avril, j'étais devant ma télévision pour regarder ce fameux speech, le fameux Liberation Day. J'ai pu me rendre compte, en plus du speech en tant que tel, de la mise en scène du speech qui était incroyable. Hein. Faut dire ce qu'il y a, c'est pas une chose à laquelle on a l'habitude d'être confronté. Et donc moi, j'ai finalement décidé de me séparer d'une de mes lignes, qui était un ETF orienté information et technologie, qui représentait l'équivalent de plus ou moins 10% de mon portefeuille. Celui qui s'est séparé d'un ETF lié à la tech, c'est Corentin. À 24 ans, notre invité de la semaine termine actuellement un master en sciences de gestion à l'ULB et il investit ses économies en bourse depuis quelques années déjà. Dans ce nouveau numéro de Tracker, Corentin nous expliquera ce qui le pousse à suivre de manière assez assidue l'actualité financière, un appétit pour l'information qui se décuple quand les marchés piquent du nez. Corentin partagera aussi avec nous ce qu'il appelle ses erreurs formatrices, comme investir dans une action le jour de son entrée en bourse. Céline Picmal-Prade, gestionnaire d'actifs à la longue expérience, intervient également dans cet épisode. Elle nous dira ce qu'elle pense de la stratégie de notre invité. Un invité qui nous dévoilera le contenu de son portefeuille, à savoir une poignée d'ETF et quelques actions individuelles. Je suis Salim Nesba et je vous souhaite la bienvenue dans Tracker, le podcast bourse du journal L'Écho. Je vous laisse découvrir l'histoire de Corentin avec les marchés. Le mois dernier, il avait répondu au sondage que nous avions posté sur le groupe Facebook Les Trackers de L'Écho. Nous demandions à notre communauté de suiveurs quelle était leur réaction face aux grosses chutes liées aux droits de douane. Beaucoup nous disaient ne rien faire, voire même se déconnecter le temps que la tempête passe, mais pas Corentin. J'ai été relativement interpellé de remarquer que autant de gens, autant de trackers avaient cette tendance à faire l'autruche, à aller siroter un cocktail comme on peut aussi entendre, et à ne pas s'exposer aux informations dans ce type de marché qui joue un peu avec les nerfs de tous les investisseurs. Mais dans ma pratique de l'investissement personnel, j'ai plutôt, moi, cette conviction de croire qu'il faut être exposé à l'information de manière à savoir les évaluer et à pouvoir prendre des décisions les plus réfléchies possibles. Et pourquoi c'est aussi important pour toi d'être présent au moment où il y a de la volatilité, où il y a de l'action sur les marchés ? Premièrement, je pense que par mon âge et mon profil d'investisseur, j'ai une vraie volonté de me former dans les marchés, mais au travers des marchés aussi. Et donc moi, je veux dans 10, 15, 20 ans, je veux pouvoir me dire que je ressorte des marchés avec quelque chose. Je veux pouvoir augmenter mes connaissances des marchés au travers des différentes situations qui s'offrent à moi, au travers des différents mouvements du marché, et par la suite pouvoir éventuellement faire une petite rétrospective, me dire ok, mais comment est-ce que j'ai réagi ? Est-ce que c'était la meilleure manière de réagir ? Oui, non. Parfois tout est pas si simple que ça, mais... Et alors concrètement, début avril, tu vois les grands indices américains perdre 5, 6, 7% en séance, de grands noms perdre des 12, 15% sur une seule séance, puis après un effet de contagion sur les autres marchés. Toi, à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais ? Je cherche de l'info au travers de différents médias, notamment l'Écho, mais des médias belges, français, européens de manière générale et internationaux. Donc le fait de voir des indices bien rouges, toi, ça augmente ton besoin d'information, de comprendre ce qui se passe. Oui, pour être certain que les décisions que je vais prendre soient les plus réfléchies possibles, et donc vraiment être certain de comprendre quel a été l'élément déclencheur. Quelles pourraient être les potentielles réponses des différents acteurs internationaux à ce qui s'est passé essentiellement aux États-Unis, de manière à moi pouvoir évaluer quel va être l'impact sur mes investissements et de pouvoir prendre cette décision de manière tout à fait réfléchie, sans avoir de regrets par la suite, même si on m'a souvent dit que la bourse, c'est le temple des regrets. Mais voilà, mon objectif, c'est vraiment d'apprendre au travers de ces situations. Ton portefeuille est le fruit aussi d'erreurs que tu dis formatrices. Alors, quelles ont été ces grandes erreurs formatrices que tu as faites pour constituer ton portefeuille actuel ? Il y en a un paquet, je pense, mais la première, comme tout le monde, c'est peut-être de sous-estimer
les frais de broker. Oui, quand on achète, qu'on revend, ça rogne en fait la performance d'un ETF ou d'une action. Oui. Voilà, exactement. Donc ça, c'est probablement la première, mais celle, à mon avis, par laquelle tout le monde passe. La deuxième a peut-être été de me lancer sur des IPO, donc des introductions en bourse de certaines entreprises que je suivais, pour la plupart déjà, avant leur IPO. Et tu as le nom d'une IPO ratée à laquelle tu as participé ? Plusieurs. Je pense que celle qui m'a fait le plus de mal, après IPO raté, je sais pas si je pourrais le dire, mais une entreprise que je suivais avant, que j'ai découvert par le biais de contenu annexe et de ce genre de choses, c'est Rivian Automotive, qui est grosso modo une entreprise qui fait des pick-up électriques aux États-Unis. J'avais eu le premier contact avec cette marque dans un documentaire qui s'appelle Long Way Up ou Long Way Down. Je crois que c'était deux gars qui traversaient le continent américain en moto électrique. Et donc, dans un souci de cohérence, ils s'étaient dit il faut que nos équipes roulent en voiture électrique. Et donc, Rivian avait proposé à l'époque ce qui était encore que des prototypes. La voiture n'était pas encore commercialisée. Et donc, c'est comme ça que je les ai connus. Et puis, j'ai commencé à les suivre, à suivre ce qu'ils faisaient sur LinkedIn, sur machin et tout. Et puis, vient le jour où ils rentrent en bourse. Et moi, étant actif sur les marchés, ayant un intérêt pour la marque, suivant la marque, peut-être que j'ai fini par me faire avoir par la communication, manifestement. À ce moment-là, je suis rentré sur l'IPO ou dans les échanges qui ont suivi, en tout cas. Oui, donc on est en novembre 2021, une IPO, on va dire, entre 100 et 150 $, à l'époque où Tesla commence à faire de grosses étincelles sur les marchés américains. Et aujourd'hui, Rivian est toujours coté en bourse, malheureusement en dessous des 15 $. Donc c'était peut-être de long way down. Oui, probablement. On est autour de 90% sous le prix d'entrée en bourse. Probablement, et je pense que tu as raison de rappeler que c'était au moment où Tesla faisait des flammes, littéralement. Une IPO dans ce genre de secteur, c'est aussi porté par une tendance, par la croyance que les gens vont être présents sur l'IPO. Bon voilà, c'était une mode des voitures électriques. Alors je vois que je continue. C'est une époque où certains ont même présenté des camions électriques qui n'existaient pas. Voilà, qui n'existaient Rivian, pas. en tout cas, il y a des voitures qui sont sorties des garages. Je pense avoir essentiellement investi avec mes émotions, au final, avec un peu de recul. C'est vrai que en suivant un peu l'actualité d'une société qui va être cotée, on se dit on est peut-être un peu plus privilégié que les autres, on l'a repéré avant tout le monde, d'où l'importance aussi d'y aller par paquet et par dose, et d'où aussi l'importance de n'investir que de l'argent dont on n'a pas besoin, parce que on n'est jamais sûr, ça reste du risque qu'on prend d'investir en bourse. Exactement, et alors j'ai un autre exemple qui est un peu différent pour les IPO, qui est celui de Wish. Wish, que je pense tout le monde connaît bien, qui était coté sous le nom de Context Logic, il me semble. Donc une entreprise qui était déjà relativement bien établie et sur laquelle je rentre aussi dans les premiers échanges, et il s'est avéré que là ça a bien commencé, l'aventure avait bien commencé. L'aventure avait très bien commencé jusqu'à ce qu'il y ait des news, et là en fait avec un peu de recul, c'est pareil, je me suis fait avoir peut-être par la nouveauté de l'IPO, et quand on voit que ça fonctionne, je pense que étant jeune investisseur, on peut avoir tendance à croire que tout est gagné. Alors par la suite, on suivit des décisions notamment de l'Union européenne qui étaient de taxer les colis qui étaient en dessous de 10 € de valeur, quelque chose comme ça. Donc ce qui fait que Wish, dont le commerce principal, c'est de vendre des briques et des brocs à 2 €, se sont retrouvés directement impactés. Donc, et là aussi, on est un peu à la même période. Donc ouais. C'est dans l'année du Covid 2020, entrée en bourse à 700 $ et des poussières. Cours actuel, 7 $, 5 ans plus tard. Donc une belle chute de 98%, qui avait commencé par une hausse de 30%, plus ou moins. Voilà, donc heureusement pour moi, j'ai pas tardé à sortir de ce genre de dossier. J'ai pas pour objectif de rester avec des lignes dans le rouge, sauf très, très grosses convictions, mais ça c'est une réflexion que je peux avoir aujourd'hui parce que j'ai clairement une meilleure appréhension
des valeurs et des informations qu'elle véhicule. Quelque chose que j'avais pas à l'époque. Donc, pour moi, à l'époque, quand je voyais moins 10%, je pense que c'est le moment de sortir de là. Donc, j'ai pas subi C'était des gros montants que tu investissais. Non, je pense que c'est une erreur aussi peut-être que j'ai fait, mais qui du coup m'a sauvé dans certains cas, c'est d'avoir des assez petites lignes en fait. Parce que quand on est jeune, vite, plusieurs centaines d'euros, ça représente vite quelque chose. On voit quand on travaille en tant qu'étudiant combien d'heures il faut travailler pour faire quelques centaines d'euros. Donc j'avais quand même une certaine valeur de l'argent, ce qui faisait que j'avais des lignes de taille relativement limitée. Et donc je me retrouvais avec, comme le stock picking, c'était relativement excitant en tant que jeune investisseur. Je me retrouvais avec beaucoup de lignes, difficiles à suivre. Mais... Avant d'entrer plus en détail dans ces fameuses lignes qui composent le portefeuille de Corentin, je vous propose d'écouter Céline Picmal-Prade, gestionnaire d'actifs très expérimentée que nous avons rencontrée à Paris pour l'enregistrement d'un podcast à paraître prochainement. Nous lui avons demandé ce qu'elle pensait des investisseurs qui, comme a pu le faire Corentin, misaient sur les IPO. L'IPO, c'est tentant, parce qu'on entend tous, il y a eu la cotation de ce titre, et le jour de l'ouverture, le titre s'est emballé 35%, donc on a envie d'en profiter. Mais il faut faire extrêmement attention, parce qu'en général, si vous êtes une société qui fonctionne très bien, pourquoi allez-vous partager avec d'autres ? Imaginez-vous à la tête d'une entreprise, pourquoi est-ce que vous auriez l'idée saugrenue d'aller donner une partie de votre création de valeur à d'autres que vous ? Donc il faut s'interroger. Par exemple, je me souviens de l'IPO de Glencore en 2007. Je me souviens aussi de l'IPO de certains nombre de groupes financiers, notamment dans le private equity, dans les mêmes moments. En général, ce sont des personnes qui sont bien informées, qui savent qu'on est arrivé à des valorisations qui potentiellement peuvent être très attractives pour elles et qui leur permet de sortir de la valeur pour elles en tant qu'actionnaires avant l'IPO. Donc c'est quelque chose auquel il faut être extrêmement attentif pour ne pas enrichir ceux qui ont mis en place l'IPO au détriment de sa propre valeur personnelle. Voilà. Donc ça, il faut être extrêmement méfiant du côté des IPO. Donc moi, en général, je conseille d'attendre quelques mois, voire 2 ans après le démarrage d'une cotation boursière pour s'intéresser à une entreprise. Parce que l'autre écueil auquel il faut être attentif, c'est que souvent, quand vous faites une IPO, vous allez avoir des banquiers qui vont travailler sur cette première offre de cotation. Ils vont mettre en place des documents comptables et ils vont faire des simulations de progression de chiffre d'affaires, etc. pour les prochaines années, pour arriver bien entendu à la valeur la plus élevée. Mais la confrontation au réel peut être parfois assez décalée par rapport au rêve qui a été vendu par les banques lors de l'initiation de capital. Et après 2 ans, on aura été plus confronté au réel, on aura été confronté au management, on aura beaucoup plus d'informations et on pourra investir en investisseur averti. Donc ça me semble beaucoup plus sérieux pour, encore une fois, des investisseurs de long terme. Comme plusieurs professionnels de la finance, Céline Picmal-Prade nous a également ouvert son portefeuille d'investisseuse. Nous vous en révélerons le contenu dans un épisode de Tracker qui sera bientôt mis en ligne. Retour chez Corentin. C'est le moment de voir ce qu'il a dans le coffre. Vous l'avez compris, place au scan de son portefeuille d'investisseur, un portefeuille où l'on retrouve majoritairement des ETF ainsi que 2 actions individuelles qu'il a mis le temps à bien choisir. Moi, je commence l'année de manière générale avec mon portefeuille.
En fin de l'année, je prends une décision, quelles sont les lignes que je décide de garder ou pas. En plus de ça, mon broker généralement fait des offres à la fin de l'année, donc il y a moyen de faire des bonnes affaires sur les frais. Et donc, mais non, j'ai pas du cash de côté pour pouvoir acheter le dip, comme on dit. Donc aujourd'hui, je dois avoir une dizaine de lignes au total, dont 8 sont des ETF. ETF au travers desquels j'essaye de faire transparaître ce que j'ai appris au travers de mes erreurs. Donc notamment, on y retrouve notamment un ETF S&P 500 hedgé, de manière à essayer de limiter les impacts du change sur la valorisation de l'ETF. On y retrouve 50% du portefeuille qui est exposé États-Unis, qui est peut-être moins que certaines personnes. Après, en m'étant séparé d'une ligne technologique, voilà, on imagine bien l'impact que ça peut avoir sur cette répartition. Et donc, j'ai 2 valeurs en stock picking, seulement 2, parce que ça me prend déjà énormément de temps à suivre. Si on veut faire les choses bien, donc ce ne sont pas des valeurs que j'ai achetées dans une tendance très particulière, donc ce ne sont pas des valeurs qui montaient ou quoi que ce soit, c'est des valeurs dans lesquelles j'ai eu une certaine conviction, pas émotionnelle, mais une certaine conviction. Tu peux nous donner les noms Une qui est très partagée sur le journal de l'Écho, qui est EVS. EVS, alors il y a forcément un petit biais, un home country bias, qui est de vouloir avoir une entreprise belge dans son portefeuille, même si, comme on l'a rappelé avec les sociétés cotées aux États-Unis, on a un petit avantage en achetant Euronext. Donc EVS, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une société active dans l'audiovisuel qui s'est spécialisée dans les ultra ralentis et qui a comme gros clients toutes les grandes compétitions mondiales, les Coupes du Monde, les Jeux Olympiques. Exactement, et c'est ça qui la rend sympa aussi, c'est que, en fait, regardant très souvent le sport à la télévision, en fait, on consomme EVS nous-mêmes. Donc voilà, ça c'est une société que j'aime bien son management, j'aime bien la tournure qu'elle prend. Il y a de chouettes acquisitions qui se font. C'est vraiment une société qui se développe, qui croit beaucoup. Alors je suis pas entré au meilleur moment parce que je me suis pris une petite claque sur les 5 premiers mois, quelque chose comme ça. Mais là on voit que depuis le début de l'année, à contrario de la tendance boursière, c'est une société qui performe. Et avec un peu de recul, je me rends compte au fil des séances que de manière générale, quand le marché est pas bon, EVS a tendance à être un peu à la hausse, parce que alors est-ce que tout le monde se rend compte lorsque le marché est mauvais qu'en fait c'est une bonne valeur, et puis que quand le marché est bon, il y a une petite euphorie qui fait qu'on a envie de se désolidariser de ce type de petite capitalisation peut-être. Donc voilà, vraiment une très belle société locale. Liégeoise. Et alors la deuxième valeur, c'est Vertiv Holding. Vertiv qui a subi une très très forte hausse, mais je la trouvais intéressante parce que c'est une manière pour moi de jouer la trend de l'IA d'une autre manière. Donc ce qui fait que, étant donné que c'est une capitalisation relativement réduite pour jouer ce genre de sujet, la volatilité est quand même très élevée, et donc en fait quand l'IA marche bien, on a tendance à avoir deux fois cette performance sur Vertiv, et à l'inverse, quand ça marche pas, c'est 2 fois à la baisse, quoi. Oui. Et donc c'est coté à New York. Oui, donc c'est coté à New York. J'ai bien pris acte des frais que mon broker me faisait payer pour acheter cette valeur. Et donc c'est une société qui vend essentiellement des services de air et water cooling pour les data centers, et qui fait ça au travers de différents partenariats, notamment avec Nvidia. Et donc, en fait, lorsqu'NVIDIA vend des puces, généralement, Vertiv a un peu la priorité pour les contrats de développement des data centers, la gestion du coup de refroidissement des data centers. Et donc, il s'occupe vraiment de toute la partie service qui est liée au data center. Quand on entend parler des 2 valeurs que tu as en stock picking, on se rend d'une part compte que tu as bien étudié le dossier, tu sais dans quoi elles sont actives et qu'est-ce qu'elles font. Et on se rend compte aussi que ça prend du temps, en fait.
de collecter toutes ces informations. Vertive, comment ça se fait que c'est arrivé sous tes yeux? Mais Vertive, c'est arrivé sous mes yeux de par un média français axé bourse que je suis régulièrement, qui a des intervenants assez intéressants qui ont pu se retrouver ici en plus. Je pense notamment à Christopher Dembick. Et donc c'est une valeur qui est sortie comme ça, et c'est pour ça que j'aime ce genre d'émission, c'est parce qu'on sort beaucoup de valeurs. Après, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre, et c'est moi à côté de ça qui ai pris la démarche de me renseigner, de me dire ok, mais moi là il y a un an, je me sentais pas d'acheter Nvidia parce qu'on était déjà très haut. J'aurais peut-être pu avec du recul, mais on était déjà très haut, et donc je me dis ça pourrait faire l'affaire. Et donc en se renseignant, en suivant l'entreprise sur ses réseaux sociaux, sur ses rapports, voir un peu ce que ça fait, à ce moment-là on peut prendre une décision éclairée de par soi-même. Et j'imagine en discutant aussi un petit peu autour de toi, tu nous avais dit en préparant l'émission que tu avais déjà un grand-père actif dans l'investissement, un papa qui travaille dans le monde bancaire, et tu aidais même ta maman à investir en bourse, si j'ai bien compris. Oui, alors j'ai la chance d'être bien accompagné chez moi, d'avoir une multitude de personnes avec qui je peux débattre et qui peuvent elles-mêmes me challenger sur mes décisions, me forcer à les remettre en cause et dire ok, mais est-ce que tu es sûr que en fait c'est comme ça que tu devrais le faire, est-ce que tu devrais pas le voir d'un autre angle, et donc oui, ce sont des décisions que je partage avec tous ces gens-là, et eux me donnent leur avis, soit d'experts entre guillemets, soit justement de personnes tout à fait extérieures au marché boursier. Et c'est après ça que tu fais un choix plus réfléchi peut-être, parce que ça a eu le temps de mûrir. Oui, bien sûr. Je pense que Vertive en tant que telle, c'est une société que j'ai gardée très longtemps avant de passer à l'achat. Enfin, très longtemps, c'est subjectif, mais je pense que je l'ai zioté vraiment pendant 3-4 mois à regarder le cours. Ok, comment est-ce que ça évolue, les tendances par rapport au marché, pouvoir me faire moi une idée du management, parce que aller voir les postes passés, c'est plus toujours très représentatif. Donc à ce moment-là, commencer à suivre l'entreprise sur LinkedIn, voir un peu les rapports qu'ils publient, voir un peu toutes les foires du secteur auxquelles ils participent, ce qu'ils y font, quels intervenants ils apportent, quels sont leurs clients, quels sont les contrats qu'ils arrivent à décrocher, à quelle fréquence. Et donc voilà, mes proches me permettent d'avoir sans aucun doute une approche beaucoup plus réfléchie sur tout ça. Comme le veut la tradition dans notre podcast, nous proposons à nos invités d'entrer en interaction avec vous en vous posant une question. Vous pouvez y répondre en rejoignant notre groupe Facebook Les Traqueurs de l'écho ou en nous écrivant, comme l'a fait Corentin, à l'adresse podcast@leco.be. On écoute la question de Corentin. Je voudrais demander aux traqueurs de l'écho pourquoi, en cas de grosse chute sur les marchés, ils préfèrent tourner la tête et fermer leur journal. Envie de répondre à Corentin? Écrivez-nous à l'adresse podcast@leco.be ou venez rejoindre le groupe Les Traqueurs de l'écho sur Facebook, où plus de 5000 investisseurs discutent bourse tous les jours. C'était Salim Nesba au micro, ainsi que Julie Garrigue et Nicolas Baudou à la réalisation. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.